Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Le président de la République à Abuja au Nigeria pour le 60e sommet ordinaire de la CEDEAO. Alassane Ouattara et ses pairs ouest-africains vont se pencher sur la situation politique au Mali et en Guinée. Avant la rencontre, le chef de l'État a inauguré la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. L'artisanat est un métier noble et valorisant avec un savoir-faire technique, des qualificatifs du Premier ministre Patrick Achi au dîner gala de clôture du MIVA. La quatrième édition du sommet du marché ivoirien de l'artisanat a pris fin. Ce secteur est un véritable pourvoyeur d'emplois et levier d'autonomisation qui occupe près de 40% de la population active. La route de l'Est en travaux de rénovation. Le ministre de l'Équipement et l'ambassadeur de France étaient sur le tronçon. Agnès Krou-Bondoukou, Amédée Kouakou a également visité le chantier du deuxième pont sur le fleuve de la Komoé dans la sous-préfecture d'Aniassué. Il rassure, les travaux avancent bien. Et puis Samuel Eto'o prend la tête de la Fédération camerounaise de football. Le Lion indomptable élu ce samedi à Yaoundé. Il a devancé Seydou Ndombo, l'ex-patron de la FEGAFoot, par 43 voix à 31. Le mandat de l'ancienne superstar du foot africain débute avec la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans son pays en janvier. Elle s'est distinguée, c'est la meilleure d'entre elles, tout en Côte d'Ivoire. Cette émission de la RTI que vous suivez tous les jours de la semaine dans la mi-journée. Ce midi a reçu le prix d'excellence pour le développement des médias, la reconnaissance d'un mérite, du savoir-faire, d'un groupe audiovisuel à votre service, la RTI. On s'arrêtera dans la page culture ce soir pour en parler avec quelqu'un que vous connaissez bien, Dame Sebidi. Caroline Da Silva, bonsoir. Bonsoir, Colo. C'est un honneur, un plaisir de vous retrouver. Un prix d'excellence, la saison 9 qui démarre. Tout à fait. Et c'est bientôt. C'est dans 48 heures. D'accord. Ouais. Donc on se retrouve tout de suite pour en parler. Pour le feu. Dans la page culture. Merci Caroline Da Silva. On fait d'abord le tour de l'actualité avec le président de la République, Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan ce samedi pour Abuja au Nigeria. Il prendra part ce dimanche au 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sommet portera sur la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement examineront également les rapports sur la situation politique au Mali et en Guinée, l'état de la communauté ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Et le président de la République qui est au Nigeria, il est arrivé aujourd'hui samedi. Demain, Alassane Ouattara va prendre part au 60e sommet de la CEDEAO. Et avant le sommet, le chef de l'État a procédé ce samedi à l'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Viviane Aimé. La nouvelle chancellerie diplomatique dont la Côte d'Ivoire vient de se doter à Abuja, la capitale politique nigériane, démontre tout l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à bâtir une solide relation entre son pays, la Côte d'Ivoire, et le Nigeria. En effet, si jusqu'à l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, les relations diplomatiques et de coopération entre ces deux pays avaient peine à décoller, depuis 2011, elles s'intensifient. Ainsi, la chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui était dans le passé logée dans un bâtiment en location, fait désormais place à une imposante construction, reflet de la position de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine. Les travaux de réalisation démarrés en mai 2018 se sont achevés en décembre 2020. Et ce samedi 11 décembre 2021 marque l'inauguration par le président de la République Alassane Ouattara de ce patrimoine ivoirien en terre nigériane. Superficie totale, 8130 mètres carrés. Il comprend un bâtiment principal de 3 niveaux, ainsi que des locaux techniques pour abriter les services administratifs et consulaires. La communauté ivoirienne au Nigeria est estimée à plus de 3000 personnes. Hissant fièrement le pavillon ivoirien en plein cœur du quartier des ambassades à Abuja, cette nouvelle chancellerie de la Côte d'Ivoire, réalisée par le constructeur Bouygues, se veut le reflet d'un pays qui aspire à se faire une place parmi les grands. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités ivoiriennes, nigérianes et internationales. Je vous propose quelques réactions. Au nombre des personnalités ivoiriennes présentes à cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria, une grande dame, par son efficacité,
sous une modeste apparence. Il s'agit de l'ambassadeur Touré Maman, qui a dirigé la mission diplomatique ivoirienne au Nigeria et auprès de la CEDEAO de 2012 à fin janvier 2020. On peut considérer sans prétention qu'elle a été le chef d'orchestre dans la réalisation de cette nouvelle chancellerie diplomatique ivoirienne. Au four et au moulin, sans complexe aucun, elle a porté ce projet dans sa conception jusqu'à sa réalisation, démontrant brillamment que seul l'acharnement au travail est la clé du succès. Mes sentiments sont des sentiments de joie, voilà, et vraiment de fierté pour le président de la République. Un bâtiment qui a une architecture imposante, qui fait la fierté, n'est-ce pas, de toute la Côte d'Ivoire et qui provoque des envies chez tous nos amis, tous nos partenaires du corps diplomatique et même nos partenaires, nos amis du Nigeria. Ici en Côte d'Ivoire, le marché ivoirien de l'artisanat, c'était du 2 au 11 décembre. Un dîner gala organisé pour marquer la fin de cette 4e édition. C'était en présence du Premier ministre. Ce rendez-vous du MIVA a mis l'accent sur le défi de la restructuration de ce secteur d'activité pourvoyeur d'emploi. Espérance Diakale à Boussanougou. Des artisans et des invités, vêtus dans différents motifs de pagnes africains tissés. Nous sommes au dîner gala de la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat, MIVA. Sur plus de 600 artisans, 50 ont été sélectionnés et récompensés pour la qualité de leur création. Le MIVA, né de la volonté du gouvernement de faire de l'artisanat un outil de création d'emplois et un levier de développement économique et social, est le premier salon africain artisanal qui célèbre l'excellence. L'artisanat ivoirien a pris un pas énorme en avance. Ce soir, nous avons tenu à lancer l'appel du consommé ivoirien. Consommons ce que nous produisons dans notre pays, mais surtout appeler les Ivoiriens à prendre sur eux donc la valorisation du pain tissé. Le salon a pour ambition de faire d'Abidjan une vitrine de l'artisanat pendant les 10 derniers jours. Pour le Premier ministre Patrick Achi, l'artisanat occupe une place importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Les métiers du secteur de l'artisanat deviennent pour nous une aubaine relative pour le travail des jeunes, mais également des femmes de tout âge. C'est un vivier d'emploi pour promouvoir les hommes et les femmes en ce qu'il offre d'énormes opportunités en matière d'emploi, de formation et de création de richesses. Ainsi, au travers de ce MIVA et de la forte implication du gouvernement pour sa réussite, il faut percevoir la volonté du chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, de valoriser davantage nos produits locaux et l'ingéniosité des acteurs du secteur de l'artisanat et de mieux préparer le secteur de l'artisanat à prendre toute sa place dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2021-2025. Les innovations pour cette 4e édition sont d'identifier la meilleure région de Côte d'Ivoire, promotrice de l'artisanat, de créer un village des métiers de l'artisanat et de récompenser les meilleurs artisans. Le deuxième pont sur le fleuve Comoé, les travaux de rénovation de la route de l'Est, des chantiers qui avancent bien. C'est ce qui ressort de la visite du ministre de l'Équipement, Amédée Kouakou, sur le tronçon Aniblekrou-Bandoukou. Il y était avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le reportage de Yamani Amien. L'axe Aniblekrou-Bandoukou, les travaux de réhabilitation de ce tronçon long de 133 km avancent bien. Les ouvriers sont à la tâche et les choses se déroulent comme prévu. Après le renforcement de la chaussée, ils sont à une autre étape. Le bitumage à proprement parler a commencé par endroits. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, accompagné de l'ambassadeur de France, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et pour s'assurer lui-même de la qualité de l'ouvrage. La route avance bien. Nous sommes très regardants sur la qualité des travaux. Nous voyons que les travaux qui sont exécutés sont des travaux de très bonne qualité. Nous sommes venus les encourager pour que ce travail avance vite, parce que dans l'intégration sous-régionale, c'est une route extrêmement importante. Il faut respecter le cahier des charges, mais il faut aussi respecter la qualité. Ces routes qui se construisent, elles doivent durer. Elles doivent être construites pour des années. Cette voie de l'Est est extrêmement importante. Sa réhabilitation qui est en cours ne peut que réjouir les usagers de ce tronçon et les populations de tous les districts du Zanzan. Nous sommes heureux parce que cette route va nous apporter le développement. Ça va nous lier au Burkina et au Niger.
ces pays-là, désormais, pour aller à Abidjan, passeront par chez nous. Cela amènera du travail et notre région va se développer. Après le tronçon Bondoukou-Agnibilé-Kourou, le ministre Amédée Kouakou s'est également rendu dans le village d'Ané Kwadiokoro, dans la sous-préfecture d'Aniansué, où ont lieu les travaux de construction d'un deuxième pont sur le fleuve de la Komoé pour faciliter la mobilité des automobilistes. Là, sur le site d'Aniansué, on a donc un pont mixte avec 180 mètres linéaires de longueur qui est constitué de 3 travées. Les 2 travées des rues vous font 54 mètres linéaires et la travée principale vous fait 72 mètres linéaires. C'est un ouvrage important qui va être bâti en remplacement de celui qui a été construit en 1935. Cet ouvrage offre donc beaucoup d'aisance au niveau de la circulation, mais surtout vient régler définitivement le problème au niveau d'Aniansué, à savoir la difficulté de dépassement au niveau des camions de poids lourds. Ici encore, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Ce qu'on retient, c'est que sur ce chantier, environ 90% du personnel, c'est du personnel local. On a même constaté que entre Agnibilé-Kourou et Bondoukou, c'est environ 40% de femmes qui travaillent. C'est une excellente chose, hein. Tout ça rentre dans la vision du président et nous repartons sincèrement heureux. Et merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il fait pour notre région. Ce pont va coûter à l'État plus de 11 milliards de francs CFA. Quant au tronçon Agnibilé-Kourou-Bondoukou, les travaux vont coûter plus de 41 milliards de francs CFA. Le délai d'exécution des 2 ouvrages est de 30 mois. Débutés en avril 2021, ils seront livrés en septembre 2023. 1172 élèves sous-officiers de l'école de police Amadou Gonkoulibaly de Korogo ont été présentés au drapeau. Ils ont passé 3 mois de formation commune de base. Leur présentation au drapeau consacre l'intégration dans la famille des forces de défense et de sécurité. Dans ce reportage de Abou Sanogo, le ministre Vagondo Diomandé exhorte ses futurs policiers au travail et à la discipline. C'est la première cérémonie dite de tradition de la 2e promotion des élèves sous-officiers de l'école de police Amadou Gonkoulibaly de Korogo. Ils voient pour la première fois le drapeau de l'école. Ils viennent d'achever leur formation commune de base. Ainsi, pendant 3 mois, ils ont été soumis sur le site de l'école à une série d'épreuves, de manœuvres et d'apprentissages, dont l'objectif est l'acquisition de la culture militaire. Ces 1272 recrues, dont 156 femmes et 1116 hommes sont dignes d'être présentés au drapeau en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie Amadou Koulibaly. Une présentation au drapeau qui symbolise l'acceptation de ces jeunes recrues dans la grande famille des forces de défense et de sécurité. Leur formation a été assurée par des instructeurs en provenance de l'état-major de l'armée de terre. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut avoir le culte du drapeau. Saluez-le, tête haute, et quand sonnera l'heure de la lutte suprême, serrez vos rangs autour de lui et défendez-le avec la dernière énergie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé leur a rappelé le sens de leur engagement. Il les a invités donc à être des modèles. Ici à Korogo, sur les terres qui ont vu naître et où repose à jamais mon aîné, Feu Amadou Gonkoulibaly, travailleur infatigable, homme de principe et modèle d'intégrité. Il n'y a aucune place pour les incompétents. Il n'y a aucune place pour les indisciplinés. Ces recrues vont maintenant entamer la formation militaire proprement dite. Il leur a été enseigné la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques, le dépassement de soi, le sens de l'honneur et le dévouement à la patrie. Le programme des Nations Unies pour le développement met à la disposition des structures opérationnelles de l'État des équipements et matériels de travail. Hier, c'était au tour des collectivités décentralisées de recevoir leur part de dons. 3 membres du gouvernement, dont le ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba, ont réceptionné les équipements. Ce sont essentiellement des engins motorisés utilisés dans les domaines de l'agriculture, de la protection de l'environnement et de la formation technique. Lansine Bakayoko. Des tracteurs agricoles combinés à des accessoires comme les dessoucheurs, les bennes et les laboureurs, ou encore des engins mobiles à moteur font partie des matériels et équipements offerts par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD
aux organismes publics, en particulier aux collectivités décentralisées. Des équipements destinés à augmenter les capacités opérationnelles de ces entités. Cette contribution est la traduction de l'engagement du PNUD à travailler d'arrache-pied pour renforcer les capacités nationales en vue d'aider le pays à reconstruire en mieux l'avenir à la suite de la crise Covid et à réaliser les objectifs de développement durable. Nous restons engagés aux côtés du gouvernement ivoirien pour accompagner ces efforts en matière de développement. En plus des collectivités, ce geste représente aussi pour le secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement technique une réelle opportunité. Ces équipements serviront effectivement à la mise en place de nos centres d'innovation. Leur maintenance sera également assurée afin de prolonger leur durée d'utilisation. Grâce à son leadership dans le pilotage stratégique de ce programme de coopération, le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, joue un rôle important dans la mobilisation des ressources. C'est un soutien inestimable que vous apportez pour doter les capacités opérationnelles de nos ministères et certaines structures nationales, les capacités des organisations de la société civile ainsi que des collectivités décentralisées bénéficiaires, parties prenantes des projets et programmes exécutés à travers notre cadre de coopération. 2022 s'annonce comme une année tout aussi chargée avec le démarrage d'un nouveau cycle de projets initiés par la communauté internationale. Des projets liés à la gouvernance inclusive, à la réduction des inégalités et à la gestion durable des ressources naturelles. L'actualité, c'est aussi le RGPH 2021 jusqu'au 14 décembre. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat se poursuit. Enfin, un point dans ce journal. C'est une opération qui nous concerne tous et qui court jusqu'au 14 décembre pour permettre de doter le pays de données fiables afin de mieux planifier le développement. Ce samedi, c'était au tour du président du PDCIRD, Henri Konan Bédié. Il s'est fait recenser à son domicile à Abidjan, Cocody, par des agents de terrain. Le président Henri Konan Bédié invite les populations à se faire recenser. Valoriser les acquis et partager les expériences, c'est l'objectif de la rencontre entre les ménages bénéficiaires du projet Filets sociaux et la ministre de la Solidarité. 227 000 familles en situation difficile bénéficient de ce soutien de l'État. Une allocation de 36 000 francs CFA tous les 3 mois. Sadi Matoudia nous emmène à Koumassi pour voir ce projet qui impacte les conditions de vie des populations. Dans le quartier de Kokor, dans la commune de Boaké, Draman, jardinier depuis 30 ans, s'active à entretenir ses salades plantées sur une douzaine de lopins de terre. J'ai acheté le nécessaire pour mettre ce projet sur pied. Je loue ce lopin de parcelle mensuellement à 250 voire 500 francs. À la fin du mois, j'arrive à payer la propriété. C'est de bouche à oreille qu'il a découvert le projet Filets sociaux qui vient en aide aux personnes en situation d'extrême pauvreté. Bénéficiaire depuis 2020, il a pu ainsi investir dans l'achat des engrais pour les salades et les légumes. Aujourd'hui, Draman, père de 4 enfants, arrive à s'en sortir. Avant, j'entretenais les lopins de terre pour d'autres personnes et je ne gagnais que 250 francs par lopin. Avec l'argent des filets sociaux, je réalise pour moi, je gagne comme marge de bénéfice 1000 francs par lopin et selon la fréquence de vente. J'arrive à m'occuper de ma famille, j'ai pu inscrire 2 enfants de plus à l'école. Comme lui, ils sont 540 bénéficiaires à Boaké Commune et font partie des 227 000 bénéficiaires au plan national pour un montant de plus de 60 milliards redistribués. Valoriser les acquis et surtout partager les expériences, voilà ce qui a réuni 3 000 bénéficiaires d'Abidjan et la ministre de la Solidarité, Belmont Dogo. À ses côtés, son collègue de la protection sociale, venu sensibiliser sur la carte CMU dont bénéficient gratuitement ces ménages. Des témoignages sur les difficultés traversées par le passé et aujourd'hui l'espoir suscité grâce à ces allocations. Je voudrais vous dire que le président Alassane Ouattara est fier de vous. Il vous demande de continuer de croire au projet Filets sociaux et vous assure de sa pleine détermination à améliorer quotidiennement et significativement
la vie de ses concitoyens. Les directeurs régionaux de la solidarité et de la protection sociale ont vu ainsi leur capacité de mobilité renforcée avec 19 véhicules mis à la disposition des structures d'encadrement qui assistent les populations. Allons dans la commune de Yopougon. Le ministre Adama Diawara rencontre les femmes et jeunes du quartier Koweït. Les échanges ont porté sur les mécanismes de création d'activités génératrices de revenus. Adama Diawara rassure de son soutien. Et Jeanne Toubé. Ce sont des femmes et des jeunes du quartier Koweït fortement mobilisés et enthousiastes qui ont accueilli Adama Diawara au terrain béni, place réservée aux grandes rencontres dans cette partie de la commune de Yopougon. Pour une première visite dans ce quartier de ministre de la République, ces deux franges importantes de la population n'ont pas eu de retenue pour ressasser les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien, problèmes liés à la vie dans le quartier. Leur autonomisation, leur contribution en tant qu'acteurs participant au développement de leur commune, ce sont entre autres besoins et préoccupations posées au ministre Adama Diawara. Au niveau de Yopougon, nous avons fédéré nos associations avec un chapelet de doléances que nous lui avons remis. Nous plaidons auprès du ministre pour que nous puissions avoir l'école et tout. La venue du ministre Adama Diawara marque un nouveau départ pour ces jeunes et ces femmes du quartier Koweït. La rencontre du terrain béni consacre l'union retrouvée dans le respect des différences ethniques, religieuses et politiques avec une perspective nouvelle, l'inclusion socio-économique pour leur réalisation sociale. Celui que les femmes et les jeunes de Koweït appellent désormais leur champion, leur guide, leur a parlé avec franchise et sincérité. Adama Diawara leur demande de faire confiance au président de la République Alassane Ouattara, dont la vision, explique-t-il, est traduite en action pour apporter le progrès et le bien-être aux populations, notamment les femmes et les jeunes, au bénéfice de qui divers projets sont exécutés pour les conduire à l'autonomisation. La fonction publique va pouvoir embaucher un certain nombre de jeunes, mais le reste des jeunes doit savoir que il y a les entreprises privées de la place, il y a également l'informel agricole comme non agricole, et il y a surtout l'énorme gisement de l'auto-emploi. C'est tout le monde compris, les femmes comme les hommes. En réponse aux jeunes et aux femmes, Adama Diawara a promis d'être leur porte-parole devant le maire de Yopougon et devant les ministres en charge des questions soulevées dans leurs doléances. Il a annoncé un fonds dont le montant n'a pas été révélé et destiné à la fois pour les jeunes et les femmes du quartier Koweït, des fonds destinés à engager des activités génératrices de revenus. La période de fin d'année, moment de grande consommation, le Conseil national de lutte contre la vie chère, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, a initié une visite de terrain dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Les commerçants sensibilisés sur le respect des prix conseillés par le gouvernement. Le comité local d'Agboville a été installé. Godefroy Okambawa. Nous sommes de plein pied dans le mois de décembre. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Période de grande consommation qui rime avec la flambée des prix sur le marché. Pour prévenir ces hausses délibérées et permettre aux Ivoiriens de passer de belles fêtes en toute quiétude, le Conseil national de lutte contre la vie chère monte au créneau. Pas question d'augmenter les prix. Sur le marché d'Agboville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, Dr Rani Didis Bakone passe le message à travers des échanges francs avec les commerçants. Le gouvernement, au mois de juillet 2021, a décidé, parmi les mesures immédiates de lutte contre la vie chère, de se rapprocher des populations. Et cette mesure pour se rapprocher des populations s'est traduite par la mise en place de comités locaux de lutte contre la vie chère dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On veut permettre aux populations de pouvoir fêter dans la joie sans flamber des prix. C'est le mot d'ordre que le gouvernement lance. Des fêtes solidaires. Il y a des prix homologués, il y a des prix certifiés. Quand vous allez à la station, quelle que soit la station de Côte d'Ivoire, vous savez aujourd'hui que votre carburant va vous revenir à 615 francs le litre. C'est la même chose pour des produits comme le gaz butane. Et nous devions nous battre pour maintenir les prix à un certain niveau. Le dialogue, rien que le dialogue et la discussion permanente avec les différents acteurs du commerce devrait nous permettre de maintenir cette situation. Avant cette descente sur le terrain, le comité local de lutte contre la vie chère d'Agboville a été installé à l'issue d'une séance de travail. Ce comité est présidé par le préfet de région. Et notons que sur 30 comités locaux de lutte contre la vie chère prévus, 28 ont déjà été installés à travers le pays et sont déjà fonctionnels pour permettre donc aux Ivoiriens de passer de belles fêtes de fin d'année et surtout dans la sécurité
Avec cette exhortation, la vigilance face à cette pandémie de Covid-19 qui continue, on voit les chiffres du jour. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré aujourd'hui 14 nouveaux cas de Covid-19, 18 guéris et 0 décès. À la date du 11 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 896 cas confirmés, dont 60 964 personnes guéries, 706 décès et au total 4 876 593 doses administrées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle échange avec ses directeurs régionaux. Pierre Dimba invite ses collaborateurs en région à redonner aux professions de santé toutes ces notes de noblesse. Il les encourage à tout mettre en œuvre pour satisfaire les populations. De Yamoussoukro, le reportage de Kader Sogodogo. Pierre Dimba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a en face de lui l'ensemble des directeurs régionaux venus de toute la Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de réconcilier la population et l'hôpital et changer l'image des agents du système sanitaire pour que le rôle qui est le vôtre soit reconnu par tous. Nous allons faire le plaidoyer pour que ceux qui nous dirigent et le gouvernement tiennent compte de votre rôle spécifique et valorisent vos conditions de travail, mais nous-mêmes, nous devons travailler à valoriser davantage ce rôle. Ça ne peut pas se faire sans les DR qui sont, pour moi, le pivot du système. Des directeurs régionaux qui perçoivent la quintessence du message de Pierre Dimba. Sensibiliser surtout le personnel pour qu'il y ait un agent de santé nouveau qui, partout où il est, cherche à faire la qualité et à bien recevoir et accueillir les patients. La réforme du secteur de la santé, arrêtée récemment en Conseil des ministres, vient justement pour revoir les choses. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a exhorté ses collaborateurs à tout mettre en œuvre pour élever les taux de vaccination contre la Covid-19. En outre, il les a invités à faire de la couverture maladie universelle une réalité dans leur zone de compétence. La MUGEFSI renouvelle ses instances. La Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire a organisé ce samedi le vote des 300 délégués qui constituent le collège des grands électeurs. Ces derniers sont chargés à leur tour d'élire le président de la MUGEFSI. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'est dit satisfait du déroulement du scrutin. Et puis Samuel Eto'o, élu président de la Fédération camerounaise de football, il a obtenu 43 voix contre 31 pour Seydou Ndombo Njoya, l'ex-patron de la FECAFOOT. L'ancienne superstar du football africain va devoir redresser une institution en crise depuis 2013. Son mandat va débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans son pays. La CAN qui revient en janvier 2022 au pays des Lions indomptables après 50 ans. Comme tous les samedis soirs, on ouvre la page culture. Le Massa 2022 se tient de 5 au 12 mars. Cette semaine s'est tenu le lancement de cette édition 12 du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Pour l'occasion, une fresque a retracé le parcours d'hier à aujourd'hui. Pour demain, de nombreux artistes ont exprimé leur savoir-faire. Ce grand rendez-vous africain va relever le défi des contenus des industries culturelles et créatives. Issa Tionayo. Une fresque ou un voyage artistique à travers les différentes cultures ivoiriennes. Prestations d'artistes, un décor haut en couleur. Tout y était pour assurer le lancement de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. C'est toujours un plaisir en tant qu'Ivoirien de voir le Massa se dérouler et d'accueillir tous ces acteurs culturels là venus du monde entier. Depuis 1993, le Massa participe à la promotion des arts et de la culture sur le continent. Un rôle que le Massa entend perpétuer au dit du directeur général de l'institution. Pour le Massa 2022, la Biennale sera l'une des activités qui présentera les couleurs des innovations majeures apportées à ce marché international. Nous prévoyons, dès le début d'année 2022, une grande campagne d'information
et de communication au travers de nos tournées dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec les conseils régionaux et les mairies et les groupes de jeunes. Pour la ministre de la Culture, Arlette Badou Nguessan Kwame, et la ministre d'État, Kandia Kamara, l'organisation du Massa, tous les 2 ans depuis 2014, montre la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la culture un pôle essentiel du développement économique de la Côte d'Ivoire. La 12e édition du Massa, qui va se tenir du 5 au 12 mars 2022, mettra en valeur l'industrialisation des arts du spectacle selon la nouvelle vision du gouvernement. Pendant une semaine, donc, des professionnels et des publics du monde des arts et de la culture de tous les continents se rencontreront, se frotteront les uns aux autres dans ce creuset de promotion, d'échange, de formation, de diffusion, de développement et de professionnalisation de leur métier. Le Massa mettra en valeur le patrimoine artistique de tous les continents dans l'équilibre des intérêts et en facilitant l'accès au plus grand nombre, soutenir les jeunes talents et les orienter vers des producteurs, managers, acheteurs et vendeurs. Tout cela crée le terreau d'une gestion de l'économie culturelle industrielle innovante et intégrative, comme autant d'éléments participant à la qualité de vie. 801 candidatures ont été enregistrées pour participer à ce Massa 12. 78 groupes ont été retenus pour 9 disciplines pour une participation totale de 26 pays africains. Et on retrouve l'invité de la page culture, Caroline Da Silva, parce que c'est midi, c'est maintenant. Alors il y a cette belle introduction que j'aime bien. Qui reviendra d'ailleurs. D'accord, très bien. C'est vraiment le slogan et la marque déposée de l'émission. Donc, on reviendra avec le C'est midi, c'est maintenant. D'accord, très bien. Alors, c'est midi qui revient, justement, mais qui reçoit surtout ce prix d'excellence du meilleur programme télé pour le développement des médias. Est-ce que, Caroline, comment on peut se sentir quand on reçoit une telle distinction, surtout le niveau des distinctions? Kolo Koulibaly, on ne peut que se sentir bien. On ne peut que se sentir bien. C'est un sentiment de joie qui nous anime, toute l'équipe et moi. Et on se disait, est-ce que c'est un prix qu'on allait pouvoir avoir? On était peut-être sûr par rapport à tous les faits que l'émission a fait aux uns et aux autres, à toutes les retombées, à tout ce qu'on a pu observer sur l'échiquier international. Mais après, on ne s'y attendait plus. Voilà. Quand on a été confronté à certaines difficultés techniques, etc., aussi à la Covid qui a pesé, j'allais dire négativement, sur l'émission, on n'espérait plus. Et un coup, pour parler comme les Ivoiriens, bim, on nous appelle pour nous récompenser. C'est fort. C'est fort, et de savoir qu'on reçoit un prix du président de la République. Vraiment, on profite de cette lucarne pour lui dire un grand merci pour la reconnaissance. D'accord. Alors justement, c'est cette cérémonie de récompense qui s'est tenue le 5 novembre dernier. C'est-Midi a reçu le prix d'excellence pour le développement des médias. Voyons ce résumé de Serge Pacom, Didi et Abou Sanogo, et on se retrouve. L'aventure a démarré le lundi 18 août 2014. De nouveaux visages, un plateau et un décor de rêve sur les antennes de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Les téléspectateurs ont droit à la toute première diffusion de l'émission C'est Midi, une sorte de révolution qui essaie de mettre la chaîne nationale au diapason des grandes chaînes internationales de télévision. Des efforts reconnus lors de la 8e édition de la Journée nationale de l'excellence, le 5 novembre dernier au Palais de la Présidence de la République, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au départ appelé Kedjenou, l'idée a germé et est devenue au fil du temps C'est Midi, né à la suite d'un atelier qui a réuni des animateurs et réalisateurs de la RTI, dans un souci de faire bouger et bousculer les habitudes, de fidéliser les Ivoiriens à leur chaîne, entre 12h et 13h, d'instaurer à 16h un rendez-vous de gaieté, de convivialité et de bonne humeur, avec des sujets digestes, animés par Caroline Da Silva et plusieurs chroniqueurs, tous coachés par Joseph Andjou, le rédacteur en chef.
Vous n'écoutez pas la musique. On va la comme ça. Derrière ce plateau, c'est toute une grande équipe chapeautée par Cissé Insa, le producteur délégué, et Dekao Jeanne Faïlou, la réalisatrice qui travaille d'arrache-pied pour offrir ce nectar télévisuel aux téléspectateurs pendant 8 saisons de ce programme télé et qui auront la primeur de découvrir la 9e saison à partir de ce lundi 13 décembre 2021. Alors, Caroline Da Silva, pour vous, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence pour ce prix notamment? Qu'est-ce qui a fait la différence? Ça sera peut-être un peu difficile de répondre à cette question. Déjà, j'étais très émue de voir ces images. Chaque fois que je vais sur Internet pour regarder les anciennes émissions de ces midis, c'est avec beaucoup d'émotion que je les regarde. Je me dis, on a réussi à faire ça. Mais attends, mais à quel moment j'ai eu le mot juste pour telle ou telle émission? Ce qui a fait la différence, ou ce qui a fait la force, ou ce qui fait la force de ces midis, c'est que nous sommes au cœur des Ivoiriens. Ces midis a un fond constructeur. Et je vais dire à l'image, bien évidemment, de la RTI qui est la mémoire des Ivoiriens. L'histoire de la Côte d'Ivoire est retracée à travers cette télévision. Donc, normal que les gens aiment la RTI, normal que les gens aiment cette émission. Et cette émission a été la grande surprise des chaînes de télévision au niveau subsahérien. C'était en termes de talk show. En termes de c'était carrément révolutionnaire. C'était révolutionnaire. On n'avait pas une telle émission. Et ces midis est venu comme une panacée. Guérir les plaies des Ivoiriens. Parce qu'à l'intérieur de cette émission, on a tout le monde, monsieur tout le monde qui vient à ces midis, monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui vient parler de ses problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui ou peut-être ailleurs, on voit des émissions où on a des invités tirés à 4 épingles pour faire belle figure, mais c'est une émission qui donne la parole à tout individu, à l'individu lambda. C'est justement, ça fait partie des motivations qui vous ont permis justement d'avoir ce prix, reconstituer des familles, des personnes séparées, perdues de vue, que vous avez réussi à se retrouver, à réconcilier, vous avez participé à la cohésion sociale. Est-ce que vous considérez cette émission comme finalement une émission citoyenne au-delà du simple divertissement? En fait, à la base, ces midis, c'est pas du divertissement. J'allais dire moitié éducation, ou peut-être 80% éducation, 20% divertissement. Le divertissement n'est qu'un prétexte pour faire passer un message, pour faire passer le message de la vie, le message du développement. Et c'est ce que ces midis arrivent à véhiculer. C'est profond. Et l'humain est au cœur de cette émission. Je vais dire, c'est pas du divertissement pour du divertissement. Ces midis, c'est l'émission qui répond aux besoins des téléspectateurs. C'est comme si tous les téléspectateurs soupiraient après ces midis. Donc, ils ont eu enfin leur émission. Donc, normal qu'on aime ces midis, on ne peut pas reprocher aux téléspectateurs. Voilà. Des sujets qui touchent tout le monde. Alors, la saison 9 démarre bientôt. C'est bien le lundi, ce lundi 13. Oui, c'est lundi 13. On est aujourd'hui samedi. Samedi, oui. On va dormir dimanche, lundi. C'est gâté. Bon, d'accord, on va commencer à compter. Alors, si vous devez faire un petit bilan de cette saison passée en tant qu'animatrice, est-ce qu'il y a eu des émissions qui, côté émotion, qui ont été particulièrement difficiles pour vous, et puis après vous vous dites, je ne savais pas comment m'en sortir? Les difficultés ne sont pas plus nombreuses que les moments de joie qu'on a pu avoir durant cette émission. C'est une émission, comme je le disais, qui est au cœur de l'humain, donc normal qu'on ait eu toutes ces émotions avec Michel Drucker, avec Stromae, qui a coulé des larmes. C'était des sanglots. Voilà, Petit Denis, par exemple, le trouve sa mère sur le plateau. Exactement, Alpha Blondy. On ne va pas refaire les larmes d'Alpha Blondy, on ne va pas refaire les larmes de Stromae, parce que vous savez bien que ces midis, c'est une émission qui n'est pas surfaite. Donc,
qui est authentique, naturel. Et les gens qui arrivent... Ça veut vous coller aussi à l'actualité. Alors, en termes d'innovation, qu'est-ce qui va se passer cette saison? Est-ce qu'on va revoir encore la même rotation des chroniqueurs? Comment ça se passe? Vous allez les garder? Qu'est-ce qui va changer? On ne rentre pas dans la cuisine pour savoir ce que vous allez servir à midi. Alors... aux téléspectateurs. Mais dites-nous ce qui va se passer pour cette saison 9. Alors, Kolo, si je déballe tout, je pense que vous n'aurez pas le courage de regarder l'émission. Beaucoup de belles surprises. Hein. L'émission est placée sous le sceau de la télévision plus utile, parce qu'on faisait déjà de la télé utile, donc imaginez, on sera encore plus proche des téléspectateurs, on va leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir, pour se développer, on va leur donner, même au-delà de simples mots, au-delà de simples pistes, on va permettre à certains entrepreneurs d'émerger dans ce qu'ils font, on va redonner le goût de l'entrepreneuriat à d'autres personnes, on va encore reconstituer des familles, on va faire énormément de choses, des innovations. Absolument, il y en a assez. Et moi, je vous souhaite le maximum de prix d'excellence. Merci beaucoup, Caroline. Ça passe trop vite, hein. Il y a tellement de choses à dire. Ah oui, c'est ça. On se donne rendez-vous donc lundi à midi. C'est mieux. Lundi Merci, à midi. Caroline. Non, lundi plutôt à 11h30. De façon exceptionnelle. C'est le retour, c'est la reprise. Donc lundi à 11h30. Merci beaucoup, Caroline Da Silva. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que si tu veux faire un champ de maïs dans un coin de la forêt, fais d'abord la paix avec les singes. Dieu le voulant, on se retrouve demain.